Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Dernière émission de Côte-Nord Attitude de la semaine. On est le 5 octobre 2017. Tommy Auger, journaliste pour Nous TV qui est avec vous, et Jean Saint-Pierre, journaliste pour Attraction Radio. Salut Jean. Bonjour Tommy. Ça va bien? Oui, tu sais que la semaine prochaine, on va être officiellement en campagne électorale. Ça finit à 16h30 demain, les mises en candidature. Il n'y a rien qui a vraiment bougé là, depuis les derniers jours, là, depuis les dernières annonces. Fait que... C'est souvent que ça se passe au dernier jour, le dépôt d'un certain nombre de candidatures. C'est comme ça dans toutes les municipalités du Québec. On poursuit, nous, notre pré-campagne ce midi. Hier, on parlait avec le maire sortant suite à son lancement de campagne. Régent Paulier était avec nous à 12h15. Aujourd'hui, à 12h15, c'est Rossel Tremblay, candidat à la mairie. Il sera là pour nous parler de son début de campagne, là, entre autres d'une tournée avec les gens d'affaires qu'il a réalisé en début de campagne comme ça. Exact. Également, la semaine prochaine, tu sais que c'est la semaine de prévention des incendies au Québec. Ça se déroule du 8 au 14 octobre, comme c'est férié lundi. On va lancer la semaine aujourd'hui, nous autres, en recevant le directeur des services incendies à la ville de Sept-Îles, Denis Jutras. Le thème, cette année encore, c'est dans la cuisine que ça se passe. Parce qu'effectivement, à Sept-Îles, là, c'est 42% des incendies qui prennent naissance dans la cuisine. Il y a d'autres endroits, d'autres facteurs également. On va en parler avec M. Jutras. J'ai regardé le rapport 2016 là, du service de protection des incendies à Sept-Îles. On est quand même passablement occupé du côté de nos pompiers. Puis on fait beaucoup de prévention aussi. Dans les derniers jours, il y a eu plusieurs incidents assez insolites là aussi sur le territoire de la ville de Sept-Îles. Les voiturettes de golf, des motorisés, des événements un peu cocasses. M. Jutras va nous parler d'une histoire de réussite aussi à Sept-Îles dans le domaine de la prévention. Quelqu'un à qui on avait, tu sais, dans le cadre de la tournée où on invite les gens à changer le détecteur, puis tout ça. Puis la personne est revenue dire, mon Dieu, vous m'avez vraiment aidé, là, ça a sauvé ma vie parce qu'il y a eu un incendie pas longtemps après, là. Donc, on en parle avec Denis Jutras vers 12h30. Également, l'Institut de la statistique du Québec publie des données sur le retour des migrants interrégionaux. La Côte-Nord a perdu plusieurs familles avec le ralentissement économique, mais leur retour est toujours possible. Du moins, c'est ce qu'on va voir avec la démographe Martine Saint-Amour de l'Institut de la statistique du Québec. C'est qu'on a publié le bulletin d'octobre là, de l'Institut de la statistique. On y parle de la Côte-Nord où les pertes s'accentuent même en termes de migration interrégionale. Des gens qui partent du Saguenay, qui partent d'ici, par exemple, pour aller s'établir dans d'autres régions, à Montréal, Québec ou Saguenay. Donc, voilà, Martine Saint-Amour sera avec nous vers 12h40. En fin d'émission, Tommy, on parle de ski. Ben oui, déjà. Même si la neige n'est pas encore tombée, on parle quand même de ski. La station récréo-touristique Galix continue son travail de préparation. La semaine dernière, on avait des spécialistes là, qui venaient faire de l'entretien et de la supervision pour ski du télésiège. On le sait, là, c'est la pièce centrale de la pente de la station. On prépare 2 corvées là, au cours du mois d'octobre pour préparer les sentiers, préparer les pistes. On a également là, toujours la campagne de financement qui est active. On me dit que ça va quand même bien de ce côté-là et plusieurs autres petites choses. Donc, je me suis entretenu ce matin avec le directeur général de la station, Monsieur Alexandre Verret. On vous présente cette entrevue dans les alentours de 12h50. Mais avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord qu'un citoyen de Sept-Îles a tenté de vendre un rein sur des sites Internet, rapporte ce matin le Journal de Québec. Facebook et eBay ont vite retiré la proposition inscrite par le jeune homme de 24 ans dans les petites annonces. Francis Moreau réclamait 100 000 $ pour son rein, en précisant qu'il n'en avait pas besoin de 2. Il se disait aussi motivé par la possibilité de sauver une vie. La vente d'organes est bien sûr illégale au Canada. Ah oui, il me semble que il y a d'autres moyens d'essayer de sauver des vies. Les policiers de la Sûreté du Québec ont réalisé hier une opération de recherche en forêt au nord de Port-Cartier qui s'est avérée inutile. 2 chasseurs originaires de Drummondville manquaient à l'appel en raison d'un malentendu. Des membres de leur famille les attendaient lundi alors que la date de la fin de leur
voyage est fixé à vendredi. Les policiers se sont rendus au lac Lacourcière, près du relais Gabriel et de la route 389 pour constater que les deux chasseurs sont en bonne santé et sortiront du bois demain. La SQ rappelle que la prudence est de mise pour toute excursion en plein air. Elle est publiée régulièrement un guide sur le sujet. Le document disponible sur Internet invite les chasseurs à utiliser des outils comme le téléphone satellite ou une radio portative pour communiquer à partir d'un endroit isolé. Un outil pour la petite enfance créé chez nous à Sept-Îles devient un modèle pour d'autres régions du Québec. Le regroupement Ensemble pour un bon départ a élaboré l'outil de transition vers le préscolaire appelé Portrait de votre enfant. La démarche donne de bons résultats. Elle permet d'identifier les forces et faiblesses de l'enfant, ce qui donne une vision éclairée aux intervenantes en CPE et aux enseignantes en maternelle. L'outil développé à Sept-Îles est unique. Il est partagé avec d'autres organismes pour l'enfance à travers le Québec, nous dit la coordonnatrice du regroupement Ensemble pour un bon départ, Christelle Savard. Il y a plusieurs régions du Québec qui l'utilisent et qui se sont peut-être inspirées de cet outil-là pour en créer un à leur image, mais c'est sûr que comme celui-là, il n'y en a pas d'autres. L'outil Portrait de votre enfant est utilisé par les CPE et les 8 écoles primaires de Sept-Îles. Le conseil de bande de Ouachata-Macmaniutenam tiendra en novembre un référendum pour obtenir un mandat de négocier une entente de répercussions et avantages avec Ménarneau. Le vice-chef Jonathan Saint-Onge rappelle que la mine est située sur le Nitassinan et qu'elle pourrait fournir des emplois à proximité de la communauté. Il pense même qu'un appui de la communauté autochtone pourrait contribuer à la recherche d'investisseurs pour Ménarneau. La porte-parole de Ménarneau, Émilie Paquette, juge la démarche positive. Jonathan Saint-Onge croit que le projet bénéficie d'un appui majoritaire des Inuits d'Ouachata-Macmaniutenam dans le contexte économique actuel. Il se dit conscient que les traditionalistes de la communauté qui se sont même opposés au projet vert de parc éolien de la nation Innu rejettent le projet de mine d'apatite mais souhaitent une consultation ouverte. Le conseil de bande Itum fixera à sa réunion du 10 octobre la date de référendum et des rencontres de consultation qui précéderont le vote. Et puis plusieurs organismes sportifs de Sept-Îles s'unissent pour réclamer de nouveaux plateaux. Les clubs de tennis, de volley-ball, de soccer, entre autres, ainsi que le tournoi Orange Alouette forment un comité qui va interpeller les candidats à l'élection du 5 novembre. Le manque de gymnases est considéré maintenant comme un besoin urgent pour les sportifs settiliens, tant du côté des jeunes que des adultes. Le milieu revendique des plateaux sportifs supplémentaires auprès de la ville de Sept-Îles depuis la fermeture du club Égalité derrière les galeries montagnaises à Ouachat. Le cégep envisage de construire un nouveau pavillon avec un bloc sportif, mais n'a pas encore obtenu le financement du gouvernement du Québec. C'est ce qui conclut nos actualités régionales. Courte pause et on s'entretient avec le candidat à la mairie de Sept-Îles, Russell Tremblay. Attitude. Bon, je m'en vais chez Jean Coutu. On a besoin de quoi? Ah, une coupe d'affaires, du détergent, du dentifrice. Je veux surtout profiter de la carte cadeau de 10 $ pour chaque 50 $ de presque tout. Tant qu'à faire, je vais commencer nos provisions de bonbons d'Halloween, ça va être fait. Ah, c'est ça! Les bonbons d'Halloween. Tu vas encore te faire une petite provision pour ton tiroir de bureau, c'est ça? Hey, chacun ses récompenses, OK? Samedi et dimanche chez Jean Coutu, profitez d'une carte cadeau de 10 $ pour chaque 50 $ ou plus de presque tout. Plein de bons prix vous attendent et plein de bonbons aussi pour ceux qui commencent à planifier l'Halloween. Les détails dans votre circulaire. Quand t'as le goût d'un bon poulet barbecue, t'as deux choix. Te partir un élevage de poulet ou passer chez IGA. Prendre un poulet rôti barbecue, c'est prêt. Bon, pratique et prêt à manger. Seulement chez IGA. Et quand t'as le goût de faire plaisir à ta famille avec un bon repas de poulet barbecue, avec des frites, la sauce et de la salade de choux, t'as aussi deux choix. Payer le gros prix du resto ou passer chez IGA. Prendre un repas de poulet pour 4, c'est prêt à 17,99. C'est moins cher qu'au resto, ça. Seulement chez IGA. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Moi qui se vantais durant la pause que ça avait bien été le début d'émission, eh bien, j'aurais fait ma petite erreur de début d'émission comme à l'habitude. Et en studio,
on reçoit un des candidats à la mairie de cette île, Monsieur Russell Tremblay. Russell, bonjour. Bonjour, Monsieur Auger. Oh, ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, ça va très bien. Donc, la campagne, les dépôts de candidature sont pas encore terminés. Est-ce qu'on pense voir un troisième candidat se présenter? Ben, j'ai pas entendu de rumeur comme quoi il y a un troisième candidat, mais on n'est jamais... la démocratie doit s'exercer. Mm-hmm. Elle doit... Si quelqu'un veut se présenter, il y a encore jusqu'à demain 16h30, donc c'est ça. 6 octobre. Donc, on va regarder ça avec grande attention. Bon, je vais être présent là, à l'ouverture, à la fermeture officielle là, des candidatures à l'Hôtel de Ville. Excellent. C'est pour ça qu'on est qu'en pré-campagne pour l'instant. Hein? C'est quand même... dans ton cas, Russell, t'as lancé la campagne il y a quelques jours. Depuis quelques jours, c'est surtout une tournée des gens d'affaires, quoi? C'est ce que t'as fait sur le terrain, là. Ce n'est pas une tournée des gens d'affaires seulement. J'ai rencontré des groupes communautaires, des groupes culturels, des groupes environnement. Mm-hmm. Oui, des gens d'affaires, mais également aussi des citoyens. Parce que je voulais vraiment prendre le pouls de la population, savoir qu'est-ce qu'on s'attend d'un premier magistrat pour les 4 prochaines années. Mm-hmm. Donc, j'ai monté un programme qui veut vraiment être au diapason avec les besoins de la population de tous les secteurs. Donc, je vous avise en primeur que mon ouverture officielle et le dévoilement de ma plateforme va avoir lieu mardi prochain à 10h à l'Hôtel Gouverneur. OK, mardi, donc tout de suite après le congé de la fête, c'est quoi? C'est l'Action de grâce en fin de semaine. C'est là qu'on remercie le Dieu de nous avoir donné une belle récolte encore cette année. On mange beaucoup, c'est ça, ce week-end-là, on mange beaucoup. Et surtout, je fais ça vraiment dans la période électorale. Je trouvais ça important qu'on respecte le processus électoral et de vraiment sortir ma plateforme durant la campagne électorale. Oui, les affiches, on en a déjà vu quelques-unes, quoi, sont sorties, sont rendues des affiches déjà? Oui, on a mis la première partie de nos affiches qu'on a reçues, on les a posées. Là, il nous reste encore un autre cargaison d'affiches là à poser qui va être faite dans les prochains jours, là, oui. Pourquoi? J'aimerais ça qu'on rappelle, oui, tes motivations, tes compétences également, là, tes tissus. On t'a connu beaucoup pour ton travail à développement économique cette île. Faut dire que tu étais responsable des communications, mais tu t'es impliqué aussi à divers niveaux, là. Je pense au Club Richelieu, au Répit Richelieu. C'est quand même du bon bagage pour aller à un conseil municipal. Oui, j'ai été impliqué également aussi au niveau du cégep. Donc, la question de l'éducation, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est ce qui fait en sorte qu'on garde nos jeunes ici. C'est un élément qui est vraiment important là, pour la croissance de notre communauté. J'étais également aussi impliqué au niveau communautaire, au niveau de l'Hymne des Sables, au niveau de la fondation, de l'hôpital également. C'est tous des services qui sont extrêmement importants pour la vitalité de notre communauté. De l'autre côté, pourquoi j'ai fait le saut en politique, c'est que je vois vraiment que dans les 4 dernières années, on a eu des pertes d'emplois. On a une vision qui est pas nécessairement claire. On s'est beaucoup chicané dans les dernières années. La communauté de cette île. Puis je crois que quand j'ai fait ma tournée de la population, les gens me disent on est tanné de la chicane. On veut quelqu'un qui va rassembler, on veut reprendre le chemin de la croissance, puis c'est là-dedans que je m'engage. Donc je l'ai vraiment fait là par conviction, de dire je me lance en politique parce que je crois que je peux amener ça pour les Citiliens et Citiliennes. Est-ce que les gens t'ont un peu affiché peut-être au départ à cause de ton emploi, le candidat de l'économie? Est-ce que tu te perçois comme ça, toi, le candidat du milieu économique à cette île? Ben c'est sûr que c'est une grande force que j'ai au niveau économique. J'ai été aussi impliqué dans tous les autres aspects de la communauté, ce qui me fait que j'ai une bonne vision. J'ai une bonne expérience aussi de savoir c'est quoi tous les défis d'une communauté. Parce que si on fait parler d'économie, ça va faire une implosion. Donc, on va grossir, mais ça va finir par, on va finir par se rétracter parce qu'on va pas avoir pensé au logement, on va pas avoir pensé au niveau communautaire, on va pas avoir pensé au niveau de l'environnement. Donc, ça fait en sorte que j'ai un bon bagage au point de vue économique, mais également, je suis capable d'avoir une vision plus large de l'économie pour prendre le chemin de la croissance. Monsieur Tremblay, vous êtes pas très vieux. Les gens, souvent, quand on voit des gens assez jeunes, on va le dire, vous êtes jeunes, se présenter dans des postes de maire comme ça ou des postes politiques d'importance, les gens, parfois, ont une petite réticence. Là. Bon, est-ce qu'il y a l'expérience qui va avec? Est-ce que vous croyez que peut-être votre jeune âge peut être soit un avantage ou un inconvénient? Ben en fait, moi, je suis un jeune qui est pas trop jeune. Okay. J'ai 37 ans. Je vais avoir 38 ans la journée de l'élection. Donc, ça va être un cadeau de fête, un cas comme dans l'autre. Donc, je fais plus les erreurs de jeunesse qu'on fait quand on sort des bancs d'école. J'ai quand même eu à peu près une quinzaine d'années d'expérience dans le milieu du travail. 8 ans chez Développement économique cette île qui est quand même une très bonne formation pour tous les besoins de la communauté. Parce que, disons que la coopération économique est dans plusieurs secteurs, donc on a une vision très large. Donc, je pense pas que ça devrait jouer un rôle négatif.
J'ai l'énergie de la jeunesse également et j'ai quand même assez d'expérience pour être capable d'occuper le poste. On va parler de l'exode des jeunes là tantôt avec une démographe de l'Institut de la statistique du Québec qui a publié des choses qui concernent justement la Côte-Nord dans le bulletin d'octobre. Avec les gens d'affaires, je sais qu'un des sujets, c'est un peu la pénurie de main-d'œuvre, là, la difficulté de recruter pour certains postes à cette île. Tu l'expliques comment, toi? Il y a en même temps, il y a un ralentissement économique d'un côté, puis de l'autre côté, on manque de main-d'œuvre pour certains postes, même des fois des postes clés comme dans le réseau de la santé. Comment t'expliques ce phénomène-là? Ben, il faut savoir qu'on a perdu 1200 emplois depuis les 4 dernières années. Ça fait en sorte que des gens ont quitté. On le sait qu'on a eu une baisse de la démographie là, de cette île depuis 2013, là, à peu près entre 5 et 700 personnes, tout dépendant des données statistiques qu'on a. Ça fait en sorte que, mettons, la personne qui occupe l'emploi très rémunérateur dans une industrie minière avait un conjoint, une conjointe qui travaillait dans d'autres secteurs de services, des fois. L'éducation, que ce soit de la santé, peu importe. Avait aussi des jeunes. Donc, on sait que la commission scolaire, cette année, ils ont perdu 75 jeunes. C'est beaucoup, parce qu'on s'entend qu'il y a des parents qui ont quitté. Si les jeunes ont quitté l'école, ils n'ont pas abandonné quand on parle de secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, bon, et ainsi de suite. Donc, ça fait en sorte que quand on perd des familles comme ça se répercute sur tous les autres secteurs de l'industrie. Que ce soit l'industrie de service, donc on parle de la restauration rapide, on s'entend que ce genre d'emploi-là, bien souvent, c'est occupé par des gens qui sont aux études. Donc, si les parents ont quitté, que les jeunes ont quitté également, ça fait une perte nette dans le milieu de la restauration. Il faut se souvenir aussi qu'avant 2013, on avait des défis au niveau de la restauration dans les restaurateurs. Mais on n'a pas vu de restaurant fermé entre 2011 et 2013, même s'il y avait des grands défis. On trouvait des solutions parce que l'économie roulait beaucoup. Donc actuellement, lorsqu'on a des problématiques de main-d'œuvre, puis qu'on a perdu confiance en l'avenir de cette île, est-ce qu'on se bat encore pour trouver des solutions? Non, on prend peut-être la solution la plus facile. C'est ce que je veux essayer de changer dans mon application au niveau de la politique. C'est redonner l'espoir à cette île en disant que oui, on va prendre le chemin de la croissance. Puis oui, ça va être intéressant de développer, d'investir dans nos entreprises, de trouver des solutions, parce qu'on croit que cette île va prendre une expansion, que ça va aller mieux dans les prochaines années. Donc, avec un plan de match précis que je vais vous présenter mardi. Oui. Le maire sortant, là, bien sûr, ça va de soi. Il a à faire son bilan là des 4 dernières années de ce qui s'est fait au conseil municipal de la ville de Sept-Îles. Cette semaine, lors de son lancement, il a parlé surtout de ses bons coups. Toi, tu as en fait quelle analyse là des 4 dernières années sur le plan politique? Tantôt, tu as parlé des chicanes, mais quand même, le conseil a composé avec une période de ralentissement, la baisse du prix du fer, entre autres. On peut pas l'imputer aux élus municipaux de Sept-Îles non plus, là. Ça, la population était très claire quand je les ai rencontrés. Ça prend un maire qui a du leadership. Puis, fondamentalement, cette île, c'est une ville qui est industrielle lourde. Donc, on est de l'industrie minière. On a des grandes entreprises. Où était le leadership de M. Porlier lorsqu'on a perdu 1200 emplois? Donc, quand on a eu toute la question de Minarno. OK, il dit qu'il n'est pas contre, mais on n'a jamais entendu dire qu'il était pour. Donc, au point de vue gouvernemental, est-ce qu'il voit ça comme quelqu'un en faveur? Parce qu'on s'entend que le premier magistrat, c'est lui qui est en première ligne de tous les grands projets industriels. Où était-il quand on a parlé de la fermeture de Trinor? Ça, c'est quelque chose qui a été très marquant de tous les groupes que j'ai rencontrés. Que ce soit au niveau environnemental, culturel, communautaire. Tout le monde me dit la même chose. Le groupe Trinor, c'était l'entreprise modèle de cette île. Donc, l'image de cette île. Et on ne l'a pas défendu. On s'est pas battu remué terre et monde pour essayer de sauver cette entreprise-là. Ça a été critique au niveau de la population, puis ça prend un leader qui soit capable de défendre ce genre de projet-là, parce que fondamentalement, sans mettre de côté l'industrie touristique, l'industrie de l'agriculture, l'industrie au niveau de l'éducation, de la santé, il faut quand même comprendre que cette île, c'est une ville qui est tournée vers l'industrie, l'industrielle, et on doit la supporter. Donc, les gens veulent avoir un leadership là-dedans. Est-ce qu'il y a une initiative qui a été débutée là, par le dernier conseil municipal dans les 4 dernières années que vous vous dites, ça c'est quelque chose que j'aimerais travailler et continuer de mener de l'avant, même si ça a été fait avant le prochain mandat? Ben écoutez, toute la question de diversification, oui, il faut en parler, oui, il faut le faire. L'industrie des croisières, j'étais d'ailleurs là avec le Queen Mary 2 cette semaine. C'est sûr que c'est un bon début. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus pour vraiment avoir une vision globale ensemble, tout le monde ensemble, qu'on essaie de profiter de l'industrie touristique. On voit, moi j'étais dans les premières escales qui sont arrivées, j'étais dans les gens qui travaillaient à l'entrée,
je suis bilingue, donc je suis capable de parler avec les croisiéristes. Donc, j'étais dans les premières personnes là, qui aidaient. Et le niveau de préparation augmente d'année en année. Ça, c'est sûr qu'il faut continuer ce genre de travail-là. Il faut pas juste mettre tous nos œufs dans le même panier. Ça, c'est clair. Même si ça rapporte pas directement toujours là aux commerçants locaux quand même. Les croisiéristes, ils dépensent pas tant que ça. C'est ce qu'on voyait là en jasant avec certaines personnes cette semaine. Il faut créer une demande là-dessus. Donc, c'est sûr que les efforts qui ont été faits dans le passé, faut pas renier ça. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se questionnent sur la rentabilité des croisières, mais ça a un impact aussi de l'image de cette île. Donc, quand on amène des gens, quelques milliers de personnes à cette île, qui n'auraient pas venu autrement que par la croisière, ça fait en sorte qu'on peut avoir des ambassadeurs si on les reçoit bien. Par la suite, peuvent en parler. Donc, ça donne une image plus positive de la ville. Mais il faut quand même avoir une vision globale, que tout le monde va dans la même direction là-dedans. Actuellement, on commence à avoir vraiment quelque chose qui commence à être intéressant, mais il faut continuer, il faut mettre les efforts. Qu'est-ce qui nous garantit que ça serait différent, qu'il y aurait moins de chicanes là, dans un prochain mandat avec Russell Tremblay comme maire? Parce que je regarde les gens qui étaient là au lancement de M. Porlier. Il y a quand même 4 des conseillers actuellement au conseil là et qui se représentent, qui sont candidats puis qui semblent appuyer. D'autres personnes qui sont candidats qui semblent appuyer. Ça pourrait arriver aussi que Russell Tremblay soit élu comme maire puis qu'il y ait une majorité de conseils qui sont pas de son bord, que tu te retrouves un peu dans la même situation. Ça serait fonctionnel d'après toi quand même? Oui, ben écoutez, moi, première des choses, là, j'ai les conseillers qui ont appuyé M. Porlier ou ceux qui vont m'appuyer, peu importe, c'est qu'une fois que l'élection est passée, la population va faire son choix. Moi, je présente un plan de match clair. Il va être accessible, les gens vont pouvoir savoir, OK, ils vont aussi pouvoir me juger au bout de 4 ans, dire, OK, il veut aller dans cette direction-là, on le sait, on peut adhérer à ça. Donc, si les gens votent pour moi et que je deviens maire de cette île, on va savoir que la vision que j'ai mis en place, c'est ce que je vais respecter. Donc, les conseillers, je les ai tous rencontrés, ceux là qui, les derniers nouveaux, là, des fois on essaie de rencontrer puis les horaires fonctionnent pas. Mais j'ai dit à tout le monde, écoutez là, vous pouvez appuyer qui vous voulez, il n'y aura pas de vendetta. On respecte l'opinion de chacun. Mais c'est sûr que si la population donne un mandat à Russell Tremblay avec sa vision, on va travailler ensemble dans la même vision. Oui, on parle pas de pensée unique, mais on va se respecter là-dedans. Donc, en même temps, qu'est-ce qui va changer? C'est clair que moi, je suis pas du style à faire des sorties publiques contre quelqu'un, contre une organisation. Ouais. Donc ça, c'est clair que on n'a qu'à penser à l'histoire du collectif. Il y avait quand même cette organisation qui a décidé d'essayer d'interpeller le gouvernement pour changer la dynamique à cette île. Et on aurait dû appuyer ce collectif-là. Ouais, qui a quand même pas invité le maire à participer au mouvement là. Qu'est-ce qui est arrivé avec Savoir à faire? Est-ce que tu es au courant? Le maire nous disait cette semaine là qu'il y a quand même 32 projets qui viendraient diversifier l'économie de cette île, qui peuvent être créateurs d'emplois, qui ont été pensés par des universitaires, qui ont même pas été rendus publics là. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut miser? La diversification économique, c'est une avenue qu'il faut regarder pour cette île. Ça, le savoir-à-faire, moi, j'ai une maîtrise en gestion d'organisation avec une majeure en entrepreneuriat. Donc, le savoir-à-faire est une mesure pour créer de l'entrepreneuriat. Mais un élément, là, on s'entend que sur 32 idées d'affaires du savoir-à-faire, dans l'ensemble, je pense que la 5e édition, cette île, dans la grandeur de la province, savoir-à-faire, l'endroit où ce que ça a le plus levé, c'est à cette île. Donc, les gens qui ont organisé le savoir-à-faire ont fait un travail vraiment exceptionnel. Il y a eu des idées, il y a eu à peu près là, 4 ou 5 projets là, qui vaut la peine qu'on creuse davantage, mais ça prend des promoteurs. Une idée d'affaires, peu importe la meilleure idée d'affaires, si on n'a pas de promoteur, elle ne vaut pas grand-chose. Donc, c'est clair qu'il y a eu il y a des règles très strictes au niveau du savoir-faire parce que c'était un livre de recettes, cette activité-là, parce que c'était le réseau UQ qui organise ça. Et il fallait respecter certaines normes et tout ça. Donc, c'est clair que oui, on peut creuser là-dedans, mais tant qu'il n'y a pas d'entrepreneur, on va pas loin avec les idées d'affaires s'il n'y a pas un cheval qui va les mener. Là. Bon. Mais les autres promesses, le programme, on va voir ça mardi prochain, donc il va y avoir une inauguration de la campagne. C'est à suivre. On n'a pas droit à d'autres scoops, non? Un gros dossier qui va être dans ton programme, là, quelque chose de je respecte trop ceux que j'ai rencontrés. Je leur ai fait la promesse que je vais leur présenter en premier, donc c'est la conférence de presse qui va être là. Je vous invite d'ailleurs, M. Saint-Pierre, M. Auger, à venir écouter mon plan de match qui se veut très élaboré, très concret, très précis, et les gens vont savoir où ce que je m'en vais avec la Ville de Sept-Îles, notre vision qu'on a développée ensemble.
Ce n'est que le début de la campagne. Russell Tremblay, candidat à la mairie pour cette élection municipale du 5 novembre, on le répète, hein, mais les gens, préparez-vous tout de suite à l'élection. Allez voter, prenez-vous du temps durant cette journée du 5 novembre, sinon on aura l'occasion de se reparler durant cette campagne. Russell Tremblay, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Avez-vous une idée d'affaires? Êtes-vous prêt à la concrétiser? Voulez-vous développer des nouveaux marchés ou de nouveaux projets? Chez Développement économique Sept-Îles, nous avons la solution qu'il vous faut. Peu importe la taille de votre entreprise, nous pouvons vous aider à réaliser vos projets, petits et grands, en jouant le rôle de facilitateur et d'accompagnateur dans les défis d'implantation, de croissance et d'expansion. Venez nous rencontrer chez Développement économique Sept-Îles, une référence incontournable. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.desettile.com. Ici Michel Bellavance. Je vous invite à soutenir les athlètes étudiants de chez nous tout en participant à la grande dégustation fromage et vin qui aura lieu le samedi 14 octobre. Du plaisir, de la danse et les vins portugais à l'honneur. Des billets, Janovic 965-0977, Michel Bellavance 965-6438. Le 14 octobre, j'encourage notre jeunesse avec plaisir. Probablement que vous ne pensez pas souvent à vos pneus. Vous n'y pensez certainement pas aussi souvent que Steph, un expert en pneus chez Service Ford. Votre Ford Focus SE a des pneus radio 215/50R17 avec un indice de vitesse de 210 km/h et un indice de charge. Oui. Et comme Steph, votre expert en pneus Ford vous offrira une consultation pour trouver les pneus d'hiver parfaits selon vos habitudes de conduite et les conditions routières. Charge de 91 ou 615 kg, environ 23,5 km aller-retour au travail chaque jour dans le bout de 45,18-41 degrés. Alors quand c'est temps de penser à vos pneus, prenez rendez-vous sur serviceford.ca. Ton chum est parti à la chasse? C'est tant mieux! Votre 94.1 récidive avec le concours Veuve de chasse. Une fille et 3 de ses amis vont vivre une belle journée samedi le 7 octobre. Ça commence avec la coiffure pour les 4 au Salon du Carrefour, le maquillage par Anne Vigneault et ça se poursuit avec le transport en limousine jusqu'au restaurant chez Sophie qui vous offre le souper et une consommation. En plus, la gagnante recevra un bijou Caroline Néron de la bijouterie Banville, une carte cadeau de 100 $ du centre Hi-Fi, une carte cadeau de 100 $ aux Galeries Montagnaises et des lunettes solaires de chez Iris. Inscris-toi sur notre page Facebook en commentaire sur la publication des Veuves de chasse. À chaque jour, écoute IA des matins, Pure Musique et Bonheur PM. Si tu es nommé, tu as 5 minutes pour nous téléphoner au 88 962 7088 et devenir finaliste. La seule condition pour t'inscrire, c'est d'être une veuve de chasse. Le tirage se fera vendredi le 6 octobre dans IA des matins. Bonne chance! Côte-Nord. Attitude. Jean, les feux dans les maisons, le service de prévention d'incendie, tous les pompiers font tellement un travail important. Mais nous aussi, de notre côté, on a un travail à faire, là. Oui, la prévention, il faut que les citoyens soient à l'écoute et puis posent certains gestes. Là, on devance la semaine de la prévention des incendies parce qu'elle est prévue du 8 au 14 octobre. Cette année encore, le thème, c'est la prévention, c'est bon, c'est dans la cuisine que ça se passe. On reçoit le directeur du service d'incendie de la ville de Sept-Îles, Denis Jutras, bonjour. Bonjour. Qui, justement, la dernière séance du conseil, là, la dernière avant les élections, lui, il se mêle pas de ça, les élections. On parlera pas de politique avec lui. Mais c'est dans les cuisines que ça se passe. Hein. Le thème, ça fait quand même 2 ans qu'on garde le même thème parce que c'est encore la principale cause, le principal endroit où les incendies prennent naissance, à Sept-Îles comme ailleurs, d'ailleurs. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est encore malheureusement dans la cuisine que ça se passe. Et il y a eu des campagnes antérieures qui ont été faites pour cibler différents causes où on retrouve l'incendie, mais la cuisine revient encore cette année. Là, écoutez, on a 32% de nos causes à date depuis le début de l'année. Je sais que vous avez les statistiques de l'année passée, mais moi j'ai ceux de cette année qui sont pas sortis encore parce que l'année est pas finie, mais on peut dire en date d'aujourd'hui. Donc, écoutez, c'est 32%, c'est encore l'erreur humaine. Quand on parle d'erreur humaine, c'est soit personne endormie, une personne qui a quitté le lieu sans surveillance. Donc, c'est encore des causes. Et écoutez, on a 24% des incendies qu'on a eu depuis le début de l'année. C'est encore dans la cuisine. C'est des feux de cuisson et dans la cuisine que ça se passe, malheureusement. Est-ce que dans la cuisine, bon, on a des fois on est distrait, on quitte comme vous dites, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être la portion où est-ce que on n'est pas équipé en cas d'un petit incendie, un petit feu de cuisson qui se passe? On n'est pas prêt, on n'a pas les outils à disposition pour l'arrêter immédiatement et là, ça prend des proportions inespérées? Effectivement, écoutez, bon, quand on fait
l'idéal, c'est d'avoir les bons, si on pourrait dire les bons outils, les bons appareils. Ouais. Donc, la friture, c'est dans les friteuses que ça devrait être fait. C'est conçu pour ça. Aussi des chaudrons, gardez le couvert à la portée de main, toujours avec un linge. Souvent, on voit ça là, dans les cuisines. Moi, je me rappelle du temps de ma mère et mes tantes. Il y avait toujours le linge accroché après la poignée de porte de la cuisinière. Et donc, des fois, ça fait pas nécessairement de déco, mais c'est toujours à la portée de main. Il faut toujours garder effectivement un couvert à la portée de main. Savoir où est l'instincteur quand dans on la en maison. possède une. Sinon, écoutez... la bonne vieille petite vache, hein? Oui. Ça marche, ça? Oui, ça marche, mais oui. On a encore les équipements d'aujourd'hui. Écoutez, il y a divers moyens pour, si on peut dire, arrêter un feu. Juste fermer le rond, éteindre le rond, sans, c'est sûr, faut pas se passer le bras par-dessus, pas se brûler, mais c'est d'être prudent quand on fait de la cuisson. Encore, l'huile, la graisse, ça devrait être fait dans des appareils approuvés, homologués, parce qu'écoutez, un incendie dans une cuisine, ça se développe très, très rapidement. Surtout quand c'est laissé sans surveillance. On le voit, hein, on fait pas juste, on n'attend pas la semaine de prévention là pour faire de la prévention du côté de la brigade incendie. On en fait beaucoup de prévention quand même à cette île. Hein. Il y a un préventionniste qui est attitré à ça. Encore en 2016-2017, on a continué de faire le tour là par quartier, de visiter plusieurs maisons, entre autres, bien sûr, les détecteurs de fumée. On vérifie ça directement. Effectivement, écoutez, on a deux préventionnistes. On a la chance d'avoir deux préventionnistes à temps plein. Pour la ville de Sept-Îles. Et cette année, depuis les 8 dernières années, là, de mémoire, là, mon chef m'écoute, il va me reprendre sûrement après-midi, là, à prévention. Mais cette année, en 7 ans, on va avoir fait tout le tour de tous les bâtiments sur le territoire de la ville de Sept-Îles. Et parce que, oui, il faut se comparer des fois avec d'autres gens. J'arrive d'une rencontre, d'ailleurs, hier, j'étais à Rimouski-Placorec, qui est la centrale 911 qui nous dessert, là. Et je parlais avec mes homologues là-bas et plusieurs ont des difficultés à remplir, si on peut dire, les objectifs de visite de prévention, autant résidentiel, commercial, institutionnel, bref. Et quand on discute avec eux, on est en avance parce que, je l'ai toujours dit, je le redirai, les membres du conseil, la direction générale croient en la sécurité de leurs citoyens et nous donnent les moyens pour que on puisse diffuser le message de prévention et de changer, peut-être des fois, c'est des petits comportements. On n'est pas tous des pyromanes, mais des fois, c'est des petits comportements anodins qu'on d'après ma base, c'est pas exemple, on est dans le temps de la chasse, beaucoup ont des camps de chasse, mais beaucoup ont pas d'aventure de fumée dans le camp et ils dorment là. Ah. Ouais. Et si vous avez un poêle à bois, un poêle à l'huile, ça prend un détecteur de monoxyde de carbone. Malheureusement, il y a quelques années, on a connu ça. Des gens, c'est ça. Je veux pas nécessairement pointer, mais il faut être prudent, faut être conscient. Quand on dort, c'est une petite boîte blanche qui coûte 10 ou 12 qui veille sur notre sécurité. C'est pas dans nos habitudes. Qui marche dans le bois comme à la maison. Ouais, c'est ça. Mais la c'est batterie, faut juste changer la batterie. C'est pas dans nos habitudes. C'est des outils qu'il faut se doter et rentrer dans nos habitudes, ça. Parce que on pense tout de suite au détecteur de fumée. Mais le détecteur de monoxyde de carbone est pas encore, je pense, rentré dans nos habitudes quand on parle de prévention, hein. Ouais, effectivement, et on le dit, c'est un tueur silencieux. Ouais. On ne le sent pas, on ne l'entend pas. La personne s'endort et c'est fini, là. S'il n'y a pas d'air frais ou quelqu'un qui va nous porter secours dans les secondes, minutes qui suivent, mais c'est le décès. Et souvent, pas souvent, mais moi, depuis le temps que je fais cette profession-là, cette carrière-là, j'en ai vu quelques-uns et je peux vous dire que c'est un drame, un décès, surtout suite à un début d'incendie où et c'est de voir les gens qu'on entend après, on arrête donc on a la fameuse phrase qu'on entend dans plusieurs choses, là, hein? Avant de prendre son véhicule en état d'ébriété, quand on se fait arrêter, j'arrête donc dû écouter c'est là qu'il faut faire allumer les gens, faire réfléchir les gens avant de dire cette phrase-là, j'aurais donc dû. J'aurais dû. Celle-là est plate à entendre, mais Denis Jutras, quand on fait beaucoup de prévention, comme vous le faites, les pompiers, puis que quelqu'un vient vous dire hey, tel conseil que tu m'as donné il y a quelques mois de ça, là, j'ai posé le geste, puis je pense que tu m'as sauvé la vie avec ton conseil. C'est arrivé, ça, à cette île, hein? Ça doit faire chaud au cœur. Oui, effectivement. Écoutez, oui, le travail de pompier, c'est un sauveur de vie, mais
outre ça, c'est pas nécessairement quand la personne est en danger. Si on est capable de prévenir avant que ça arrive, c'est sûr que ce serait notre rêve à nous. Si on pourrait le savoir 20 minutes avant quand il va y avoir un incendie, on pourrait arriver sur les lieux, se préparer. C'est pas de même, ça marche. Puis tout de suite intervenir, mais c'est pas le cas. Mais effectivement, on a des gens dans cette île, dont d'ailleurs, depuis qu'on est ici, on a sauvé 2 personnes, un extrémiste. Quand on parle d'extrémiste, on parle de quelques secondes, ils seraient décédés. Donc, les gens, les pompiers du service d'incendie, là, quand je parle des pompiers, j'inclus les officiers, tout le monde, on fait un travail à la hauteur de ce qu'on attend de nous et on développe les gens pour qu'ils soient plus professionnels. Mais effectivement, ça arrive, des fois on va donner un avertisseur de fumée et on a eu un événement que la personne, quelques temps après, malheureusement, effectivement, c'est un malheur, un incendie chez soi, là. Mais oui, puis c'est tout quand tu vois le pompier, là, c'est sûr que c'est chaud au cœur. Et on se dit tout le temps, nous, mission accomplie. On est là pour sauver la vie et préserver la vie. Moi, je me suis fait envoyer ce matin le rapport de 2016. Il va être sur le site Internet, sans doute, dans les prochaines heures, prochains jours, le site de la ville de Sept-Îles concernant la protection incendie. On parlait en 2016 de 31 incendies dans l'année, 427 sorties des pompiers. On a des sorties pour toutes sortes de choses, entre autres, on assiste souvent à la Sûreté du Québec là, quand il y a un accident majeur. Est-ce que ça ressemble à la même tendance, quoi, en 2017? On est aussi occupé du côté des pompiers? J'ai pas relevé l'appel total en date d'aujourd'hui à comparer l'année passée. Moi, j'ai sorti mes chiffres au niveau de l'incendie et on a 2 incendies de moins que l'année passée à pareille date. Malheureusement, j'ai pas regardé les dommages que ça implique, mais chose certaine, c'est que les dommages sont en diminution. C'est sûr, quand on a un incendie en industrie, c'est onéreux, les dommages, là. Eux, c'est pas une chaise à 12 piastres, là, c'est des équipements, des fois c'est quelques millions de dollars, quelques centaines de milliers de dollars. Mais au niveau, si on peut dire, là, l'évolution là, des incendies cette année, on est en baisse. On a 2 incendies de moins à même date l'année passée. Une légère baisse. Oui, et on est fiers, que ce soit 1 ou 2, on est fiers parce que si on est capable... On aimerait ça ramener ça à 0. On aimerait bien ça. Mais malheureusement, on le sait que ça va être impossible. Mais par contre, si on peut diminuer le nombre et si on peut... intervenir le plus rapidement possible, et c'est ce qu'on fait depuis, je vous dirais, quelques années. On diminue les dommages, on sauve la vie. Je vous l'ai mentionné, 2 cas in extremis, mais c'est parce qu'on a une équipe entraînée. On a des équipements qui nous sont fournis, je vous dirais, à la fin de pointe de la technologie. Moi, je suis pas gêné ici à me comparer à bien des places au Québec, puis dans des gros services. Ouais. On a un service d'incendie, écoutez, structuré, organisé, fier, des équipements, les gens sont à l'écoute, et je parle aussi aux citoyens. Nous, on commence à remarquer sur le terrain là, que le message commence à passer, surtout les enfants. Écoutez, un message de prévention, moi je prends ça d'un de mes anciens homologues aux États-Unis, c'est une génération, c'est 20 ans. Ouais. C'est 20 ans pour changer des mœurs et des mentalités, oui, effectivement. Mais les enfants, je vous le dis, les jeunes, c'est un grand porte-parole de la prévention parce qu'ils vont rappeler à leurs parents des consignes. En terminant, on a eu des échos, là, des relations internes, les pompiers volontaires, temps partiel, tout ça. Là, c'est réglé. Je pense qu'on a renouvelé la convention avec vos gens. Est-ce que tu considères que tu as une équipe efficace, là? Parce que c'est un grand territoire, la ville de Sept-Îles aussi, là, pour sortir rapidement, pour sauver des vies in extremis, comme tu nous as parlé tantôt. Faut arriver rapidement sur les lieux, hein? Oui. Écoutez, oui, on a un schéma de couverture de risque qui nous donne des délais avec les orientations ministérielles. Mais nonobstant ça, on travaille toujours pour se déployer le plus rapidement possible, pour arriver le plus rapidement possible. Bien entendu, on est comme tout le monde, utilisateur de la route. Oui, le code de sécurité routière nous permet d'outrepasser certaines règles, mais ce qu'on dit chez nous, on a des procédures qui dit qu'on doit respecter certains signaux, comme un feu rouge, un arrêt, c'est une mobilisation complète du véhicule pareil. Surtout dans le jour, quand il y a des enfants, on le sait, là, oui, il y a les classes, mais il y a des jeunes en bas de 5 ans aussi qui circulent dans nos rues. Bref, faut être prudent. On s'en va, on est appelé pour intervenir sur une scène d'intervention qui a besoin de nous, mais il faut pas nous occasionner un autre en s'en allant non plus, là. Monsieur Denis, une 60aine de pompiers, c'est efficace. Vous avez ce qu'il faut aussi comme équipement pour faire la job? Oui, écoutez, comme j'ai parlé, des équipements, on est très bien équipés. Il y a rien à voir, il y a rien à redire là-dessus. Les EPI aussi, parce que ça c'est important pour le personnel. Écoutez, on a une direction générale et les membres du conseil, c'est important, eux, les travailleurs. Et je peux vous le dire, au niveau des EPI, là, sont à jour. Et au niveau des relations de travail, ça va très bien
au service d'incendie, là, ça, je peux vous le dire. Monsieur Denis Jutras, directeur des services incendies de la ville de Sept-Îles, on rappelle la semaine prochaine, semaine de la prévention des incendies. Regardez ça là, chez vous, là, les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, à devancer un petit peu. Et les plans d'évacuation. Et les plans d'évacuation. Monsieur Jutras, merci beaucoup. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Avec Pascal Barriot de Vitre Expert, plus de tracas pour le froid cet hiver. Fort de ses 15 ans d'expérience, venez le rencontrer pour un vaste choix de démarreurs à distance. Besoin d'une réparation ou d'une installation de pare-brise? Fiez-vous à Vitre Expert qui s'occupe de vos réclamations d'assurance pour vous et se déplace jusque chez vous avec son service mobile. Pascal Barriot de Vitre Expert, 35 rue Napoléon. Toujours aussi disponible et efficace. Contactez-le au 88 962 411. Le 11 octobre, Monopoly d'ici est de retour chez McDonald's avec des prix encore plus fabuleux. Cette année, pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, vous courez la chance de remporter 150 000 $ en argent et des millions d'autres prix. Et avec une chance sur 5 de gagner au début du jeu, préparez-vous à ce qu'il y ait des gagnants à Halifax, à Montréal, à Toronto et partout au pays. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. En 2018, Armoire Distinction célèbre ses 20 ans. 20 ans, 20 finalistes et 20 000 $ à remporter. Réalisez votre projet avant avril 2018 pour doubler vos chances de gagner. Armoire Distinction, c'est 20 ans de distinction. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Ici Michel Bellavance. Je vous invite à soutenir les athlètes étudiants de chez nous tout en participant à la grande dégustation fromage et vin qui aura lieu le samedi 14 octobre. Du plaisir, de la danse et les vins portugais à l'honneur. Des billets, Janovic 965-0977, Michel Bellavance 965-6438. Le 14 octobre, j'encourage notre jeunesse avec plaisir. Attitude. Côte-Nord. Attitude. Alors, Pure FM 94.1. Alors Jean, on se dirige de la prévention des incendies aux statistiques. Il y a des chiffres dans tout, il y en a dans les statistiques des incendies, mais il y en a également du côté de l'Institut de la statistique. Eux, ils font ça à longueur d'année et on s'entretient avec Madame Martine Saint-Amour, qui est démographe pour l'Institut de la statistique du Québec. Bonjour Madame Saint-Amour. Bonjour. J'aime bien ça faire parler les chiffres, mais des fois, il faut faire attention de ce qu'on leur fait dire, que ça soit vraiment juste un bon portrait. Et ça, on l'a fait très bien du côté de l'Institut de la statistique du Québec. Dans le bulletin d'octobre, là, publié cette semaine, on parle de migration interrégionale. Et encore là, on voit bien dans ces chiffres-là là, la situation particulière de la Côte-Nord. Madame Saint-Amour, les chiffres sur la migration interrégionale, ils étaient déjà connus depuis un bout, mais là, on va plus loin, en remontant davantage en arrière pour voir les migrants qui sont de retour, notamment dans leur propre région ou dans une région qu'ils ont déjà habité. Oui, effectivement. La migration interrégionale, c'est un phénomène qu'on suit d'assez près à l'Institut, non seulement parce que c'est un phénomène qui a un impact assez important sur le bilan démographique global des différentes régions, mais aussi on a la chance de disposer d'une excellente source de données pour suivre la migration interrégionale de façon annuelle. Donc, à chaque hiver, on sort le résultat du bilan migratoire de la dernière année. Donc là, les dernières données disponibles portent sur l'année 2015-2016. On sait que dans le cas de la Côte-Nord, on se retrouve en situation déficitaire, même si on tient compte de la taille de la population, c'est la région qui enregistre les pertes les plus importantes. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on savait. Ce qu'on est venu faire avec l'étude qui est sortie cette semaine, c'est qu'on a pris des personnes qui ont changé de région administrative de résidence au cours de l'année 2015-2016, puis on les a suivis sur le territoire québécois à partir de 96. En fond, on a reconstruit leur trajectoire résidentielle au cours des 20 années précédentes, ce qui nous a permis de connaître un petit peu mieux la dynamique migratoire, notamment savoir, par exemple, les personnes qui se sont établies dans les différentes régions en 2015-2016, il y en a combien qui étaient en fait des migrants de retour? Ça, c'est une question qu'on est capable d'éclairer avec le genre d'analyse qu'on a fait dans le bulletin cette semaine. Oui. Et les migrants de retour, ça nous dit quoi pour la Côte-Nord, là? Déjà, l'exode qu'on constate dans vos statistiques, ça fait beaucoup jaser dans les campagnes électorales municipales, vous savez. Oui. Donc, les gens de la Côte-Nord qui quittent, c'est des gens qui sont natifs d'ici. On remonte à 20 ans, on voit pas quand même nécessairement s'ils sont natifs de la Côte-Nord, là.
Pas forcément, non, effectivement. Là, ce qu'on voit, si on regarde, on peut penser abordons d'abord la question des migrations de retour. On voit vraiment deux groupes de régions en ce qui concerne la contribution des migrants de retour au flux migratoire. Là, on parle vraiment des entrants dans les différentes régions, mais la Côte-Nord ressemble aux autres régions un peu plus éloignées des grands centres. C'est des régions où les migrants de retour vont contribuer à une large part des mouvements d'entrée. Donc, les personnes qui s'établissent dans ces régions-là, ce sont il y a presque la moitié des entrants dans ces régions-là qui sont en fait des migrants de retour. Ça, ce que ça nous dit, c'est que les régions plus éloignées des grands centres, ce sont toutes les régions qui sont déficitaires dans leur bilan migratoire. Donc là, de savoir que presque la moitié des entrants sont en fait des migrants de retour, ce que ça vient nous indiquer de plus, c'est que ce qui fait en sorte que ces régions-là sont déficitaires, c'est surtout une capacité plus limitée à attirer des personnes qui n'y ont jamais vécu, des personnes originaires des autres régions finalement, parce que souvent quand on regarde l'ampleur des départs, l'ampleur des départs n'est pas forcément plus importante que ce qu'on voit dans les autres régions. Par exemple, je regardais l'ampleur des sorties au cours de la dernière année pour la Côte-Nord, c'est comparable à ce qu'on voit dans la Naudière. Par contre, là où il y a une différence entre les deux régions, c'est par rapport à l'intensité des entrants. Les entrées sont beaucoup moins fréquentes sur la Côte-Nord, puis en plus de ça, c'est surtout des personnes qui ont déjà résidé sur la Côte-Nord qui reviennent. Donc, là, comparativement à une région comme la Naudière, mais là, c'est la Côte-Nord va justement avoir une capacité beaucoup plus limitée à attirer des gens des autres régions. C'est ce qui explique sa situation déficitaire. Quand je disais qu'il faut être prudent à faire parler les chiffres, là, les causes de la migration dans une étude statistique, vous prenez dans le fond le recensement de Statistique Canada pour ces analyses-là. C'est pas évident. Des fois, on pense que c'est l'emploi ou le ralentissement économique, mais il y a des aînés aussi qui quittent la région, donc faut être prudent. Dans tous les groupes d'âge, je veux juste préciser, on ne sait pas les données dont je vous parle ne sont pas basées sur les recensements de population. Nous, on exploite une base des données qui nous proviennent de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Comme le recensement est fait tous les 5 ans, mais nous, notre source de données est disponible chaque année. Donc, on est capable de faire vraiment un bon suivi du phénomène. Dans le cas de la Côte-Nord, en fait, c'est une des seules régions qui se retrouve à être déficitaire, en fait, dans tous les groupes d'âge. Avec le nord du Québec, si je ne m'abuse, mais effectivement, c'est sûr que les déficits de la région sont concentrés chez les jeunes adultes, mais il y a quand même des déficits dans les autres groupes d'âge, puisque la Côte-Nord se distingue notamment par des pertes quand même assez importantes chez les 45-64 ans. Donc, les gens qui se rapprochent de l'âge de la retraite ou qui ont atteint l'âge de la retraite, là, on voit des pertes quand même assez importantes aussi dans ce groupe d'âge-là, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on remarque beaucoup moins dans les autres régions plus éloignées des grands centres. Là. C'est vraiment un trait assez distinctif de la Côte-Nord. Dans le bulletin du mois d'octobre dont je parlais au début, que les rapports statistiques, que ces analyses-là, c'est disponible en détail là sur le site Internet de l'Institut de la statistique du Québec. En terminant, madame, il y a quand même d'autres données intéressantes là qui sont relativement nouvelles dans le bulletin. On parle du rang premier, deuxième ou plus. Là, qu'est-ce que ça nous donne comme information, là, la classification des migrants par rang? Oui, par rang, donc ça nous indique que les personnes qui ont déménagé dans la dernière année en étaient à leur première migration interrégionale, leur deuxième, leur troisième, etc. Donc, ce que ça nous indique, en fait, c'est que c'est souvent les mêmes personnes qui bougent d'une année à l'autre, parce que en fait, il y a un petit peu plus de la moitié des personnes qui ont bougé qui ont changé de région de résidence au cours de la dernière année, qui avaient déjà migré dans le passé. Donc, non seulement chaque année, c'est sûr que la migration interrégionale, c'est un phénomène important parce que sur le long terme, ça a un effet sur la distribution de la région, la distribution de la population entre les régions, ça a un effet sur la structure par âge des régions, mais ça, c'est vraiment un effet sur le long terme parce que chaque année, non seulement c'est une petite proportion de la population qui change de région, on parle dans l'ensemble du Québec, c'est environ 2% par année, mais en plus de ça, ce qu'on vient voir en décortiquant selon le rang de la migration, c'est que c'est beaucoup les mêmes personnes qui bougent. Et c'est le cas sur la Côte-Nord, hein? On a beaucoup de migrants de rang 2 et plus, ça veut dire que c'est du monde qui sont peut-être pas très enracinés finalement dans la région. Mais effectivement, quand on regarde, c'est sûr que les départs, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup d'acteurs dans les différentes régions. On parle que les gens quittent, mais effectivement, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas nécessairement, comme vous l'avez dit, des personnes forcément très enracinées. C'est souvent des personnes qui sont arrivées dans la région au cours des années précédentes et qui décident de repartir après quelques années. La durée de présence moyenne avant de repartir est de 5 ans. Donc, c'est vraiment, ça change un peu notre perception des départs. C'est sûr que ça va être une population
qui va être plus difficile à retenir parce que moindrement qu'il va y avoir que le contexte va devenir un peu moins favorable, mais pour ces personnes-là qui ont déjà vécu ailleurs, ça devient beaucoup plus facilement envisageable de repartir finalement parce qu'ils ont un réseau ailleurs, ils ont une expérience résidentielle ailleurs, donc ça va être une population, donc les personnes qu'on attire, on peut être content de les attirer à un moment donné, mais il faut penser que ces personnes-là sont aussi les plus susceptibles de repartir quelques années après si jamais le contexte devient moins favorable. Oui, par contre, ils auront goûté à la Côte-Nord, puis quand ils auront des possibilités, je suis sûr qu'ils vont garder la possibilité de revenir dans cette belle région. Madame Martine Saint-Amour, démographe à l'Institut de la statistique du Québec. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. À ne pas manquer à la salle Jean-Marc Dion ce dimanche 8 octobre 19h30, Munchausen et les machineries de l'imaginaire. Au menu, voyage sur la Lune, visite au centre de la Terre, vol sur un boulet de canon et immersion à plus de 20 000 lieues sous les mers. Tout comme le célèbre baron qui n'est pas homme à se vanter des choses impossibles, tout ce que nous vous raconterons sera rigoureusement authentique. Même que les sceptiques seront confondus. Présenté par le théâtre en tournée Les Voyagements, billetterie au 962-0100. Tuc, cagoule, mitaine, des gants pour aller dans mes mitaines. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pour aller au bureau cet hiver? Ah, ben justement, Ford offre un ensemble sécurité d'hiver sans frais supplémentaires, incluant les pneus d'hiver, les jantes et les capteurs à l'achat ou à la location des Ford neufs sélectionnés. C'est aussi votre dernière chance d'obtenir 0% à l'achat pour 84 mois sur la Fusion 2017. Wow, bonne affaire. Combine, salopette, ça fait plaisir. Foulard. Quand on a tout ce qu'il faut pour l'hiver, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez votre détaillant ou trouvez votre Ford.ca pour les détails. Saviez-vous que même si la belle saison est terminée, votre voiture a toujours besoin de bien se faire traiter? L'hiver est dur sur votre véhicule et pour lui offrir la meilleure protection qui soit, faites confiance aux professionnels du Paradis de l'Auto. Pour son 30e anniversaire, le Paradis de l'Auto vous offre 30 $ de rabais sur le cirage ainsi que sur les traitements anti-rouille et ce, pour un temps limité. Préparez votre véhicule au hasard de l'hiver en prenant rendez-vous avec les spécialistes du Paradis de l'Auto à votre service depuis 30 ans. 490 Otis 968 1940. Spa Renaissance du 451 Arnaud, c'est plus de 12 spécialistes qui peuvent prendre soin de vous de la tête aux pieds. Vous avez besoin d'un bon massage sous la pluie des tropiques ou encore vous êtes vraiment fatigué? Venez découvrir le NeuroSpa. Faire peau neuve à cette île est maintenant possible. Une équipe formée par l'Académie de Madame Danielle Henkel vous offre tous les soins avec les technologies d'esthétique d'aujourd'hui. Offrez-vous une petite douceur dans une ambiance de zénitude avec Spa Renaissance. Situé au 451 Arnaud, suite 101, 968-0606 ou 961-9444. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Alexandre, de ton côté, t'as pas encore eu l'occasion de voir la neige là, sur la montagne? Non, pas encore. On a bien hâte. Donc là, mais t'es quand même en préparation là, pour la prochaine saison. Qu'est-ce que dans une station de ski ou de glisse comme ça, on doit faire pendant la saison qu'il n'y a pas de neige pour se préparer à la saison qui est plus active? On a vraiment beaucoup de vérifications à faire, en fait, concernant la sécurité des installations. Ça va être la mise à jour, vérification des normes, s'assurer que ça va vraiment être un matériel performant pour cet hiver, qu'il n'y aura pas de bris. On fait beaucoup de prévention en ce moment sur notre équipement pour qu'on aille un super bel hiver. Là. Parce que, dans le fond, c'est l'occasion géniale là, pour vraiment vérifier que tout est en ordre, fonctionne bien. Il y a même, c'est l'occasion parce qu'on le sait, là, le cœur de la station, c'est vraiment le remont de pente et ça prend une expertise très spécialisée là, pour faire l'entretien de tout ça. Effectivement, cet été, en fait, on a fait affaire avec Doppelmayr, qui est le constructeur du remont de pente. Ils sont venus faire des inspections, faire des rapports sur l'état de notre remont de pente. On est dans l'attente de ces rapports-là. On a déjà fait certaines modifications, on a déjà fait certaines réparations. Donc, on est sur la bonne voie pour avoir un remont de pente en santé cette année. Comment ça se fait de l'entretien? Parce que c'est tellement quelque chose de très gros, ça part autant du bas de la montagne jusqu'en haut, des câbles, des sièges, des moteurs, des poulies. Ça doit être assez complexe, là, le tout. Est-ce que toi, tu regardes ça de très près pour être un peu plus au courant comment ça fonctionne ou tu délègues vraiment ça là, aux spécialistes? C'est sûr que c'est du matériel qui est complexe, donc on se fie aux procédures déjà mises en place par la compagnie. Notre directeur de montagne suit à la lettre les indications.
Le plan est déjà établi d'avance. C'est sûr qu'on a des vérifications supplémentaires à faire chaque année, là, mais c'est vraiment, on suit vraiment aux normes du fabricant pour faire les entretiens. Autre que l'entretien comme ça là, de la machinerie, ben on se doit de faire l'entretien des pistes et des sentiers. Et là, vous organisez là d'ici la fin du mois 2 journées de corvée. Exactement. On a ciblé 2 secteurs en particulier, qui va être le secteur des raquettes pour la première corvée, puis la deuxième corvée va être dans la montagne. Donc, tout dépendant du combien de personnes veulent mettre la main à la pâte, là, on veut préparer les sentiers puis les pistes pour que ça soit agréable pour tout le monde cet hiver, là. Qu'on soit capable d'ouvrir plus tôt, que les conditions soient plus belles aussi. Et les gens, tant mieux, ont 2 occasions. Des fois, ils sont pas disponibles une journée, peuvent l'être l'autre. Donc, on est quand même capable de donner un petit coup de pouce à la montagne. De quelle manière là, ça se fait, ces corvées-là? Est-ce que on ramasse les détritus ou il y a du travail qui est un petit peu plus physique là, qui peut être fait? Premièrement, on vient profiter des belles journées d'automne. Ouais, oui, ça c'est déjà c'est un bon côté. C'est ça, c'est vraiment des belles journées pour que les gens profitent un peu de leur station, voient comment ça avance. Mais c'est principalement, là, on met la station belle, la station propre et sécuritaire. Donc, on se promène dans les sentiers, on fait du nettoyage, puis on met la main à la pâte. Et là, à toutes les fois qu'on dit on met la station belle, on veut la préparer, là, on se dit toujours que ça serait le fun de voir finalement le fameux nouveau chalet. Où est-ce qu'on en est rendu là dans la campagne de financement pour finalement voir l'apparition d'un nouveau chalet? La campagne de financement avance vraiment de bon train. Il manque quelques dollars. En fait, on va faire 2 petits événements reliés au chalet. Vous allez en entendre parler un petit peu plus tard ce mois-ci. Donc, on continue la campagne. On incite vraiment les gens à s'impliquer, à donner, parler à vos patrons. Si vous êtes un patron, appelez-nous ici. On est vraiment toujours vraiment content de parler à ces gens-là. Parce qu'il faut le dire, là, on parle d'un chalet pour une station récréotouristique, une station de ski, comme on appelle plus communément, mais il y aurait la possibilité que ce soit vraiment un lieu de rassemblement entre cette île et Port-Cartier, qui est vraiment fantastique, en plein milieu, pour différentes activités, que ce soit les motoneigistes, juste par plaisir, sans même aller faire des activités, ça pourrait vraiment avoir une panoplie de possibilités, un nouveau chalet. Exactement. On aimerait ça vraiment vous accueillir dans un endroit qui est chaleureux, qui vous donne le goût de venir nous voir ici. On a vraiment beaucoup d'activités. On a la raquette, on a le ski, la planche, on a les tubes, on a les motoneigistes justement qui ont un beau stationnement pour venir profiter du chalet. On aimerait ça vraiment vous accueillir là, dans un endroit qui est plus chaleureux et plus accueillant. Et finalement, pour faire fonctionner tout ça, ça vous prend des employés. Vous êtes présentement là, à la recherche d'employés pour votre saison 2017-2018. Oui, en étant un endroit qui opère saisonnier, on cherche toujours du monde pour la saison hivernale. En ce moment, on a besoin de gens dans la montagne et dans la cuisine. On fait des annonces sur notre site Facebook. Donc, vous pouvez toujours nous rejoindre par Facebook. Sinon, vous pouvez toujours aussi envoyer votre CV là, à logistique@commercialskigalix.com. Pour plus d'informations, là, on peut tout vous donner ça en temps et lieu. Eh ben, l'appel est lancé. J'ai des amis, là, étant plus jeunes, qui ont passé leur hiver là, ou du moins la saison de glisse là, qui ont extrêmement apprécié leur expérience. C'est toujours bien plaisant. Et on va souhaiter que vous puissiez combler les postes pour vos employés. Sinon, on suivra là, vos annonces dans les prochaines semaines, au cours des prochains mois. On va souhaiter la grande annonce d'un nouveau chalet très bientôt. Alexandre Verret, directeur général de la station récréotouristique Galix. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Jean, c'est ce qui conclut encore une semaine de Côte-Nord Attitude. La semaine prochaine, on sera les 2 pieds en pleine campagne électorale. Et on sera pas là lundi, c'est jour férié. C'est vrai. Ça fait qu'on va souhaiter une bonne fin de semaine de 3 jours à tout le monde. On a bien sûr des bulletins d'information régionale quand même tout au cours de la journée demain. Bonne fin de journée tout le monde. Au bon revoir. Lundi, bon week-end. À la semaine prochaine.